écrire tout ce que tu vois. Et l'essentiel de ce monde, c'est de découvrir son jeu JE. Tout le développement personnel est basé sur la construction de soi, mais dès que vous rentrez en spiritualité, c'est plus le développement personnel, c'est un petit peu l'inverse, c'est le démantèlement de notre personnalité. L'idée, c'est qu'elle puisse se réveiller. Alors, j'ai repris mon histoire à partir de mon enfance. Quand je parle de l'enfance, c'est intéressant de réfléchir entre nous, quel est le sens de la vie pour un enfant? L'enfant, petit, hein, c'est quoi le sens de sa vie? On peut partager, hein. Qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans, 7 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'il cherche? Il ne cherche pas, hein. Il découvre, il prend. Il ne cherche pas, il prend. Il a besoin de quoi? Il prend. Il a besoin de quoi? Il est en recevoir. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'apprendre. Il est très curieux. Il a besoin d'être aimé. C'est-à-dire que ces éléments-là sont des éléments importants parce que ça va nous poursuivre. Le besoin d'être aimé, ça ne nous lâche pas. Hein. Le besoin d'apprendre, ça ne nous lâche pas. Il y a un autre élément que l'enfant, pour lui, est très important, c'est le jeu. Les enfants aiment jouer. C'est-à-dire que nous, on a oublié d'apprendre à jouer. C'est-à-dire que ça devient tellement sérieux notre vie qu'on ne sait plus que c'est un jeu. Tout ce qu'on fait comme métier, comme travail, on peut le prendre comme un jeu. L'enfant, il se construit avec le jeu. Il se construit par le jeu. Ça veut donc dire, et là je reviens à l'actualité, attention au jeu. Si vous abusez vos enfants, leur donnez des armes, etc., c'est ce qui se passe. Au niveau de l'éducation, on a un petit problème, c'est qu'il doit pouvoir apprendre, mais apprendre, c'est prendre. Il doit aussi apprendre par lui-même. Donc il faut faire en sorte que dans l'éducation, je ne lui donne pas toutes les réponses. C'est déjà quelque chose. Je prends pour l'instant de l'enfance. Hein. Et j'explique ça dans mon expérience de vie. Hein. J'explique aussi que, et oui, on veut tout donner à l'enfant, mais l'enfant, il a aussi la capacité de recevoir par lui-même, de découvrir par lui-même. Et si dans les jeux, je ne permets pas de découvrir par lui-même, et à chaque fois je donne la solution, je fais quelqu'un qui attend la solution. Pas c'est quoi, maintenant c'est quoi. D'accord? Donc on a quand même déjà dans notre racine des éléments qui nous indiquent le sens de notre vie. Alors maintenant, tout le monde connaît la psychothérapie, l'anamnèse, c'est-à-dire retourner à l'enfance pour essayer de comprendre ses blessures de l'enfance, etc. J'ai une expérience de la psychothérapie, de la logothérapie notamment, et je ne suis pas certain que c'est la meilleure approche. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va retourner chercher nos blessures, on va les nourrir. On va les réveiller. D'accord? Et on va... Parce que toi, tu penses qu'on ne peut pas réparer. Alors, les révéler. Oui, alors souvent on a l'impression que les blessures de notre enfance vont construire notre vie. D'abord, les blessures peuvent être ce qu'on appelle la résilience, peuvent nous servir à grandir, et on verra tout à l'heure par rapport même à toute notre vie. Moi, j'ai eu une enfance merveilleuse. Non, non, vraiment, vous allez le lire, c'est le paradis, quoi. Hein. Alors c'est vrai qu'au moment où il y a eu l'exil, j'ai l'exil de la Tunisie, hein, c'est pas, on nous demande de quitter, etc. Nos amis sont devenus nos ennemis. Ceux avec qui... Quel âge au moment de l'exil? Comment? Avec quel âge? Parce que avant 9 ans. Avant 9 ans. J'ai quitté la Tunisie à 9 ans. Donc, l'expérience douloureuse que j'ai vécue, c'est après. C'est quitter la Tunisie et voir nos amis se transformer en ennemis. L'enfant ne comprend pas. Et ma souffrance, c'était mes jouets. Pourquoi je ne peux pas partir avec mes jouets? Donc, si je parle de souffrance, c'est mes jouets, quoi. J'ai ma petite valise, ça je peux pas prendre, ça je peux prendre, ça je peux pas prendre, etc. La haine, et puis quand on arrive en France, un étranger. Donc je suis étranger en France, je suis étranger en Tunisie, j'appelle tout qui je suis. Donc ces questions de base, moi j'ai pu faire ce qu'on appelle le fil rouge, parce que par exemple, je n'aimais pas être enfermé, je cherchais toujours à me sauver.
J'aimais l'inconnu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je suis toujours en train de chercher l'inconnu. L'inconnu. Donc, il y a des bases dans l'enfance. Alors, au lieu de regarder que ce qui nous alourdissent, il est intéressant de voir dans la manesse que ce qui m'a construit. Et ce qui m'a construit, c'est pas que le bonheur, c'est aussi les épreuves. Ça, c'est la première chose que je voudrais partager avec vous. C'est le premier livre. Hein. Dans ce premier livre, il y a aussi l'adolescence. C'est quoi l'adolescence? C'est quoi le sens de la vie de l'adolescence? Ça peut nous aider, hein, parce qu'on a tous autour de nous des adolescents, des enfants, etc. C'est quoi le sens de la vie d'un adolescent? Qu'est-ce que l'adolescent il cherche? On se cherche. Pas encore. Pas encore. Il n'est pas dans la question du qui suis-je, etc. Hein? Le risque. L'aventure. Les copines. Les copines. Voilà. Les copains d'abord. Les enfants, ils ont besoin de lâcher prise avec la famille, et eux, ils cherchent leur bande. Alors là, je vous explique ma difficulté que j'ai eu à trouver ma bande, parce que moi, j'étais dans les banlieues, et les bandes, c'était pas le top. Hein. Donc, et qui est ma bande? Avec qui? Et ça, vous le retrouvez si vous connaissez un peu Maslow, sur les principes de Maslow, vous avez un principe qui s'appelle le principe d'appartenance. Et on va le retrouver toute notre vie. C'est pas quelque chose qui passe. Vous allez voir quand je vais parler du deuxième livre, mon principe d'appartenance, c'est plus ma bande, c'est ma société, c'est mon peuple, c'est mon pays. Donc, à quoi j'appartiens? On n'est pas isolé. Donc, ça encore, c'est quelque chose qui va nous accompagner tout au long de notre vie. Il y a aussi, excusez-moi, et vous allez voir, ça va nous accompagner toute la vie. L'amour. Eh oui, les copines. Eh oui. Et il est vrai. Et moi, dans ce livre, je parle de mon premier chagrin d'amour. Et ce premier chagrin d'amour, il m'a parcouru, je ne sais pas combien de temps. Après ce chagrin d'amour, je ne pouvais plus dire je t'aime. J'ai commencé à dire je t'aime, non pas à mon épouse, mais à ma mère. Parce qu'elle me disait non pas au revoir, pas bisous, juste je t'aime. Oh, ok, on recommence. Les gens ne savent plus dire je t'aime. Quand je dis je t'aime à quelqu'un, ça ne veut pas dire je veux me marier avec toi, etc. Je t'aime tout simplement. Quoi. Et ça, c'est toi qui m'avais envoyé le petit message un petit peu comme ça, à un moment donné, une fille qui était magnifique et qui a expliqué ce je t'aime naturel. C'est toujours dans le premier livre. Et donc, dans ce premier livre, j'essaie d'apprendre à aimer. C'est pas évident. C'est pas évident. Parce que le mot aimer, c'est quoi? C'est un verbe actif. Or, la plupart des gens, moi-même, ont fait de ce verbe aimer un verbe de recevoir. Or, aimer, c'est un verbe actif, c'est pas passif. Or, j'aime la pizza. Si je t'aime, c'est qu'est-ce que tu me donnes. Or, aimer, c'est qu'est-ce que je donne à l'autre. C'est un verbe actif, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse quelque chose pour etc. Donc, il y a quelque chose aussi au niveau du sens de la vie, par rapport à ce qu'on appellera plus tard l'amour, conditionnel et inconditionnel, ça fait partie des réflexions que j'ai, et je parlerai même de Dieu, au niveau de l'amour conditionnel et inconditionnel au niveau du divin. Parce qu'il y a des questions qui vont se poser à nous, que je vous ferai partager directement dans le texte. Et plus tard, quand on est jeune homme, c'est quoi le sens de la vie? Il y avait le regard des gens. Trouver un travail, avoir un idéal. Ça, c'est un peu plus tard. On nous apprend qu'il faut trouver un travail, etc. Mais avoir un idéal, c'est beau aussi. Mais quand je parle de ce qui sort naturellement. Moi, quand j'étais jeune, je voulais être beau. Je voulais être beau, je voulais pouvoir être aimé encore une fois. Bon, le boulot, etc., c'était pas mal. Hein? Eh ben, je voulais encore plus beau. Bon, en tout cas. Bon, alors, ça nous reste encore. De toute façon, regardez, lorsqu'on sort, on regarde son fils. On se regarde. Donc, non, c'est cette notion de plaire qui fait partie de la jeunesse.
elle continue. Moi, par exemple, aujourd'hui, et je répondrai à une des questions que m'a posée justement Graine de Plante, présente ici, c'est que quand j'écris un livre, c'est aussi une séduction. Il faut être sincère. J'ai envie d'être lu et reconnu. Donc, dans la pyramide de Maslow, c'est le besoin de reconnaissance. J'ai fait une fois une psychothérapie à une personne, j'en parle tout de suite, comme ça, au passage, et elle vient, première chose, bon, qu'est-ce qui se passe là? J'ai un besoin de reconnaissance. Elle me dit, j'ai un problème de reconnaissance. Reconnaissance. Finalement, son problème, elle avait des problèmes de reconnaissance, mais elle fait un lapsus qui vient dire que je ne reconnais pas ma naissance. C'est-à-dire que lorsqu'on a un problème de reconnaissance, c'est que j'existe pas. Je remets en question ma propre naissance. Ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Donc ça, c'est donc dans ce premier livre. Et puis à 18 ans, je lis un livre sur Freud. J'étais le jeune homme, et puis j'étais le papa très sévère avec mes sœurs, les pauvres, quand j'étais carré, etc. Et quand je lis Freud, je dis, attends, c'est qui ce mec? En parlant de moi. Je prends conscience que je ne suis qu'une reproduction de quelque chose que j'avale au fur et à mesure, vraiment d'éducation, par etc., et que c'est pas moi. À 18 ans, j'apprends que je suis pas moi. Alors je dis, c'est qui moi? Et là, bah écoute, commencer à lire des bouquins de Freud, c'est un peu carré. Je suis pas que libido, je pense que j'ai fait autre chose. Après, je découvre Jung, en quête sur l'âme. Je suis pas que ça non plus, je suis autre chose. Et j'étais pas. Je regarde un petit peu les livres de notre tradition, ça me parle pas du tout, pas du tout. Et je vais dans toutes les histoires d'Extrême-Orient. Je crois que j'ai dû mettre quelque chose ici. Non, c'est celui-là. Voilà. Compagnon de la liberté, je me suis mis en chemin. C'est vrai que ce passage est pour moi important. C'est un premier lâcher prise où je quitte le système classique pour devenir ce qu'on appelle hippie. C'est des passages importants dans la mesure où c'est ce qui m'a un peu construit. Et puis moi je dis souvent, même si on fait tchouva et qu'on retrouve sa tradition, sa religion, etc., il ne faut pas cracher sur la soupe qui nous a fait grandir. Et donc je vais vous parler de ma soupe, c'est une soupe multiple. Voilà, compagnon de la liberté. Je me suis en chemin passant par Sri Aurobindo pour l'aventure de la conscience. Ramana Maharshi pour la voie non duelle. Krishnamurti pour la vérité sans chemin. Bouddha pour la voie du milieu. J'apprends l'amour de Dieu avec Tagore, un Indien d'une beauté magnifique et qui dit des mots incroyables. Lao Tse pour la voie sans nom. Et vous voyez que ça va me parcourir cette histoire, parce que nous, on ne connaît jamais Dieu, on connaît que les noms de Dieu. Et là, c'est vrai que quand je lis le Tao, je comprends cette idée-là d'une force qu'il appelle Tao, mais dès que je mets un nom, c'est plus lui. C'est-à-dire que quand on parle de Dieu, on ne parle jamais de Dieu, on ne parle que des noms. Alors, mais nous, on cherche quand même l'origine, la source. Et ben, comment on peut dire? Donc, toute la question de qui est Dieu, etc., va venir tout à l'heure. Lanza del Vasto, pour le pèlerinage aux sources. Rudolf Steiner pour l'initiation, Hermès pour l'ésotérisme, Gandhi pour la non-violence. Bon, et je continue. Donc je vous dis que j'ai été baladé un peu dans tout ça pour essayer de comprendre un petit peu le qui suis-je. Alors ce qui est intéressant, c'est que, ce que je l'ai dit tout à l'heure, ça commence au début, quand on se réfléchit sur soi et quand on est dans le développement personnel, se connaît, etc. Ça commence par du développement personnel. C'est-à-dire qu'on va se construire. On va construire notre personnalité. Mais lorsqu'on rentre dans ces ouvrages d'Extrême-Orient,
c'est le démantèlement de notre personnalité, ce qu'on appelle l'advaita, c'est-à-dire quitter le jeu pour arriver à ce qu'on appelle le soi intérieur, l'être vraiment, ou l'âme, tout ce que vous voulez, on peut dire. Mais ça pose un problème. Et là, entre le jeu, c'est-à-dire mon ego, ma personnalité, et quelque chose d'autre qui est totalement immatériel, totalement spirituel, qu'on appelle le soi, qu'on appelle l'être, qu'on appelle l'âme, il y a une dichotomie. C'est comme si il y a une forme de dualité. C'est plus le corps et l'esprit, c'est vraiment l'ego, le besoin de recevoir, le besoin de posséder, le besoin d'exister, et quelque chose d'autre qui est au-delà du besoin d'être, c'est le besoin de donner. Et puis on ne peut pas capter cette partie-là de nous-mêmes. C'est-à-dire que je vous parle de l'âme, comment la capter, comment connaître mon âme. Et tout mon travail, en tout cas de réflexion sur moi-même, fait qu'il n'est pas question que je mette mon ego à la poubelle, parce qu'il est un peu lourd, c'est vrai qu'il est lourd, il est basé sur le côté terrestre, mais on est aussi terrestre. On n'est pas que... Donc tout le travail était de faire une forme de conciliation, d'harmonique entre ce que je suis au niveau de mon ego, d'accepter certains éléments égotiques de ma part, par exemple le plaisir d'écrire, c'est égotique. Ça me permet de parler de moi. De faire une conférence, quelque part c'est un peu égotique. Mais on utilise l'ego pour des œuvres spirituelles. À ce moment-là, on arrive à un équilibre. Donc ça, c'est cette partie-là. Et puis après cette balade, j'arrive au retour aux sources. C'est-à-dire, je me pose la question de qui suis-je, mais on m'a dit que j'étais juif. Ah. Tu peux écrire tout ce que tu vois.